Voilà, je vous propose de commencer. Bonjour à tous. Et Agostino Gallo, ici, et moi-même, Marco Tsconon, nous sommes du comité exécutif RD. Nous sommes très heureux de vous accueillir de nouveau pour une nouvelle conférence. Comme vous le savez, les différentes sections de RD, section de la Commission, section du Conseil, organisent des différentes conférences au profit de tout le personnel. Et nous avons déjà traité quelques sujets. Pour rappel, en juin, nous avons organisé une conférence sur la nouvelle loi du bail à Bruxelles et ce qu'il faut savoir lors de l'achat et de la vente d'un bien immobilier en Belgique. Ces deux conférences avaient été présentées par maître Frédéric Couvreur et maître Arnaud Pins. Pour rappel, les quelques sujets que nous allons encore traiter lors de différentes conférences qui auront lieu cette semaine et ces mois qui vont arriver. Alors le 8 novembre, dans un peu moins d'un mois, une conférence qui traitera de la fiscalité immobilière indirecte avec maître Yael Spiegel. Elle concerne les droits d'enregistrement lors de l'acquisition d'un bien avec donation aux enfants et éventuellement en gardant la nue propriété. Un sujet très intéressant. Et aussi la TVA, surtout la TVA, dans quel cas s'applique-t-elle lors de l'acquisition ou de la vente, les taux réduits applicables en matière de rénovation d'une habitation, appartement ou maison. Le 6 décembre, le jour de la Saint-Nicolas, une conférence qui traitera sur l'héritage, qui concerne notamment sur la nouvelle loi sur l'héritage. On y inclura aussi l'aspect des familles recomposées, et cette conférence sera donnée par maître Arnaud Gillard. Et puis encore une date à fixer, ça sera probablement janvier-février, une conférence sur le divorce et la garde partagée qui sera donnée par maître Arnaud Gillard aussi. Je rappelle aussi que le 15 novembre, c'est un jour important puisque nous allons organiser, RD Conseil va organiser une journée porte ouverte où nous présenterons les nouveaux courtiers en assurance et prêts. Nos nouveaux courtiers vous donneront une expertise et aussi des conseils sur tout type d'assurance. L'assurance complémentaire santé qui a beaucoup de succès parmi nous, mais aussi l'assurance hospitalisation, l'assurance protection juridique et toute autre question sur les assurances. Ça peut porter aussi sur les assurances auto, incendie, risques divers. Je rajoute aussi qu'ils présenteront aussi un petit volet sur les produits d'épargne et sur les prêts hypothécaires qui semblent très intéressants pour tous ceux qui veulent, comme nous, acheter un bien immobilier. Il y a aussi eu une conférence débat organisée par RD Commission. Elle concernait le point de vue de la presse sur la commission de la dernière chance. C'est très intéressant. Bien, maintenant je vais vous présenter nos deux interlocuteurs, maître Thierry Bonting et maître Anaïs Guillerme, qui vont nous présenter la conférence de ce midi. Elle porte sur un thème qui est le partenaire non marié des droits issus du statut. Je vous rappelle aussi que les PowerPoint seront diffusés sur notre réseau RD Conseil et démultipliés à travers toutes les sections de RD. Voilà, maître, je vous passe la parole maintenant. Merci. Je vous remercie beaucoup, merci pour cette introduction. Nous allons donc parler aujourd'hui vous parler du droit des partenaires non mariés tel qu'issu du statut. On va se limiter aux aspects du statut et aux aspects juridiques de cette question complexe. Merci d'être présent. Alors je comprends que nos associés en matière immobilière réunissent plus de foule que ceux qui font de la fonction publique, et je pense que les fiscalistes qui vont venir vous parler de la fiscalité immobilière vont réunir peut-être encore plus de foule aussi. Mais ce n'est pas grave, ce qui compte pour nous, c'est la qualité de notre auditorat. Et donc, on est très heureux, évidemment, de venir nous parler ce qui est notre, si on parle en termes d'immobilier et de business, ce qui est notre core business, Anaïs et moi, c'est le droit de l'Union européenne et particulièrement ici, le droit de la fonction publique européenne, avec un sujet qui est important, un sujet auquel on est régulièrement confronté, qui est à la fois très pratique et qui peut en fait poser beaucoup de questions dans tout le parcours du fonctionnaire depuis son entrée en service, les premières étapes de sa vie professionnelle et, nous allons le voir, et sa vie privée bien sûr, toute l'évolution de sa carrière, sa fin de carrière, et bien entendu, malheureusement ou heureusement, les événements heureux ou malheureux qui peuvent se dérouler pendant
tout au fil de cette carrière. Alors, nous vous proposons d'examiner la manière de, voilà, c'est classique finalement, comme le font des juristes dans le cadre de conférences, et qu'on va commencer par une introduction. On essaiera de définir ensemble, c'est moi qui le ferai, le concept de partenariat non matrimonial qui vient se greffer à côté de l'institution du mariage, ce que signifie ce partenariat, cette notion qui est reprise par les textes de la jurisprudence. Et Anaïs vous parlera enfin des droits du partenaire non matrimonial. Alors, nous verrons, vous le savez, le statut des fonctionnaires de l'Union publique, de la fonction publique de l'Union européenne contient, j'ai envie de dire, la majeure partie de ces dispositions sont liées à des droits et obligations du fonctionnaire vis-à-vis de son institution dans le cadre de son activité professionnelle. Mais, parce que nous vivons sous des cieux et sous des contrées où le travailleur, quel qu'il soit, dans la fonction publique ou ailleurs, est aidé, assisté, dans ce qu'on appelle un état-providence ou ce qu'il en reste encore, il y a toute une série d'éléments et de facteurs privés qui sont pris en compte dans le cadre de ce statut, dont le statut matrimonial, la situation familiale. C'est donc un accessoire aux dispositions importantes du statut, mais c'est un accessoire qui a des conséquences directes, importantes, sur les droits et obligations, sur le statut du fonctionnaire tout au long de sa carrière. On le voit, il y a plusieurs références dans le statut, nous allons voir quelles sont les références pertinentes, et puis le statut, ce n'est jamais que du droit, ce n'est jamais que du droit administratif, comme toute norme de droit. Cette norme de droit évolue en fonction des évolutions de la société, en fonction de l'évolution des mœurs, en fonction de l'évolution de concevoir le couple, la cellule familiale dans une société, et nous allons voir que le droit, le statut, comme toutes les autres normes de droit, sur tous les plans, réagit par rapport à des situations qui existent. Et vous allez voir aussi que ces droits varient en fonction de la situation matrimoniale. Alors pourquoi, vous allez me dire, ça est très intéressant, mais finalement vous parlez de droit de la famille, en quoi tout cela peut être intéressant en matière de fonction publique européenne, on sait très bien, on se renseigne lorsqu'on a droit à quelque chose, on fait valoir notre situation. Pourquoi une conférence sur le sujet? Eh bien parce que nous avons été confrontés ces derniers mois à plusieurs questions, au sein du Conseil, d'autres institutions éventuellement, de questions qui touchaient directement à cette problématique, avec des situations souvent très délicates, voire dramatiques, parce qu'évidemment, on va parler ici d'une évolution de carrière avec des statuts matrimoniaux qui peuvent changer, évoluer. Il y a la situation, pour citer un exemple, de la perte brutale ou non pour un conjoint non fonctionnaire, d'un conjoint qui se retrouve, le cas échéant, s'il sort des catégories dont on va parler aujourd'hui, qui se retrouve, le cas échéant, sans aucune assistance, alors que dans d'autres conditions très très proches finalement, d'autres ne seraient pas dans le cas. Donc c'est ces situations-là qui se produisent et que nous ne souhaitons en personne évidemment, mais qui se produisent, qui nous ont amené à se dire que ce serait pas mal peut-être d'avoir une visée informative sur ce qui se passe. Donc le concept de partenaire non patrimonial, que recouvre cette notion? Je me souviens, c'était pas il y a si longtemps, j'étais jeune avocat, en 1996, 95, par là, c'était une révolution en France, parce qu'on allait adopter le PACS. Et la France était le premier pays, je ne me trompe pas, je crois, de l'Union européenne à adopter ce type d'union civile qui était destinée à des couples non mariés. Vous savez que depuis, heureusement, cette situation a fait des petits dans beaucoup d'États membres de l'Union européenne. Je ne vais d'ailleurs pas les citer tous, mais il y a la cohabitation légale en Belgique, il y a le partenariat enregistré du droit luxembourgeois, il y a le geregistreerd partnerschap aux Pays-Bas.
Et il y a de plus en plus d'exemples de situations administratives de ce type, avec aussi évolution, je vous parlais d'évolution de la société, évolution des mœurs, de moins en moins, même si on touchera un petit mot tout à l'heure, de moins en moins aussi de limitations par rapport au sexe au sein du couple et par rapport au couple hétérosexuel, homosexuel, où les discriminations sont en voie de disparition dans de nombreux États membres, et vous verrez que l'Union européenne a veillé à ce que ce type de discrimination qui pourrait être présente dans certains États européens ne vienne pas éventuellement remettre en cause ce qui pourrait se passer au niveau du fonctionnaire de l'Union européenne. Alors ce concept de partenariat non matrimonial, on le retrouve dans différentes dispositions du statut. Dans le principe de non-discrimination, je viens d'en parler, au niveau de la sécurité sociale, au niveau de l'allocation de foyer. Mais on ne retrouvera jamais une absence de définition claire et générale. On va retrouver des éléments de définition disséminés dans les dispositions du corps du statut des annexes, l'article 1er Quinquies, l'article 72 de l'annexe 7. L'annexe 7, c'est les annexes en matière de pension. Alors, il y a eu, parce que justement en matière de fonction publique, le tribunal a été amené à se prononcer sur ce concept, et comme souvent dans ce genre de situation, le tribunal a donné une notion autonome de ce que représentait en droit de l'Union européenne le concept de partenariat non matrimonial. À l'inverse, les États membres, on va le voir, ne disposent pas d'une notion uniforme pour viser le partenariat non matrimonial, à l'inverse du mariage, qui lui fait l'objet d'une définition qui ne pose guère de problème, avec évidemment le problème le mariage est défini comme désignant exclusivement un rapport fondé sur le mariage civil au sens traditionnel du terme. Cette définition est encore acceptable aujourd'hui. Alors, en fonction des pays, le code civil de nombreux pays dit encore de deux personnes de sexe différent. D'autres codes civils, comme la Belgique, comme la France, ont abrogé, et d'autres pays évidemment, ont abrogé ce système. Mais la définition du mariage, un rapport fondé au sens traditionnel du terme, est assez claire pour tout le monde et fait foi dans l'ensemble de l'Union européenne. Ce qui n'était donc pas le cas, je m'excuse, je n'ai pas été très clair, mais ce qui n'était pas le cas pour la notion de partenariat non patrimonial. D'où la nécessité d'une interprétation autonome et uniforme de cette notion à la lumière des dispositions statutaires que je viens de citer et qui a été arrêtée par le tribunal qui estimait qu'il lui appartenait, sans excéder ses pouvoirs. Ces références vous sont données, c'est un arrêt notamment Commission contre Roy de Zente 58/08 sur pourvoi, qui a estimé qu'il était en droit de donner une définition autonome qui allait pouvoir être utilisée lorsque l'on rencontre ces situations dans le concret de l'évolution de la carrière d'un fonctionnaire. Alors pour définir le partenaire non matrimonial, le juge va utiliser les trois premières conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point C de l'annexe 7. Donc toujours cette annexe 7 en matière de pension. Le fonctionnaire, et vous le voyez sur vos slides, le fonctionnaire est considéré comme un partenaire non matrimonial, à condition que 1. Le couple fournisse un document officiel reconnu comme tel par un État membre ou par toute autorité compétente d'un État membre, attestant leur statut de partenaire non matrimonial. 2. Qu'aucun des partenaires ne soit marié ni ne soit engagé dans un autre partenariat non patrimonial. Troisièmement, les partenaires n'aient pas l'un des liens de parenté suivants: parents, parents et enfants, grands-parents et enfants, frères et sœurs, tantes, oncles, neveux, nièces, gendres et belles-filles. Alors, ceci permet de définir les conditions à remplir pour qu'on puisse conclure à l'existence d'un partenariat non matrimonial. Une union entre deux personnes, bref, un couple,
auquel on rajoute, et c'est là que ça peut devenir un problème, on rajoute certains éléments de formalisme. Donc il faut qu'il y ait, dans un État membre dans lequel ce couple a passé un acte devant un notaire, devant, peu importe, devant une autorité publique, il faut qu'il se passe quelque chose. Question qu'on peut tout de suite se poser ici, c'est dire, oui, mais comment fait-on lorsque, c'est quand même encore la situation dans plusieurs États membres de l'Union européenne, où il n'existe pas, pour des couples par définition non mariés, homosexuels, où il n'existe pas de possibilité d'une union civile reconnue. Parce que là, on peut admettre à la limite que deux personnes qui décident de vivre ensemble sans rentrer dans les liens, qu'un homme et une femme qui décident de vivre ensemble, ou que deux hommes ou deux femmes dans des pays où il existe un pacte d'union civile ou un pacte, décident de vivre ensemble sans avoir recours à aucune forme administrative, tout ça est très respectable, mais ils savent ce qu'ils font, ils ont le droit de faire autre chose. Le problème qui se pose évidemment, c'est que lorsqu'on se retrouve dans une situation où on est dans un État membre où on ne peut pas le faire, qu'on n'a pas pu le faire, et que le cas échéant, on va se retrouver discriminé par rapport à une situation particulière. Et là, évidemment, vous verrez que le tribunal et l'Union européenne a réagi de manière à éviter cette discrimination. Mais je reviens sur les deux conditions. Première condition, donc l'existence d'une union entre deux personnes. Le terme union est fondamental. Une union, c'est-à-dire un couple, et donc ce qui signifie que est exclu de cette typologie des partenaires qui ont un lien de parenté ou de personnes à charge. Il faut savoir par exemple qu'aux Pays-Bas, les partenariats entre membres d'une même famille peuvent être autorisés. On peut très bien envisager qu'un frère et une sœur décident, pour des raisons économiques, pour des raisons de difficulté de vie de l'un ou de l'autre, de former un partenariat et de pouvoir donc bénéficier d'une série de mesures fiscales, d'une série de mesures sociales qui ne leur seraient pas offertes si elles ne cohabitaient pas ensemble. On peut imaginer aussi un parent, un enfant, et toutes les situations familiales. Ici, ce n'est pas, c'est un critère exclusif. C'est véritablement le couple, et ça signifie aussi, ça vous conviendrez avec moi que c'est sans doute plus normal, qu'on exclut évidemment des partenaires déjà engagés dans un autre partenariat. Donc on ne peut pas être d'un côté marié et obtenir des avantages et de l'autre côté être avec un pacte d'union civile et obtenir les mêmes avantages. Ce n'est pas véritablement les critères. Et là, on peut sans doute le trouver plus défendable, en tout cas moins sensible que le premier, cette définition de couple qui est retenue. Encore une fois, le fait que des frères et sœurs, il y a peut-être d'autres, un enfant, un parent, un enfant, il y a peut-être d'autres outils, Maître Guillerme en parlera, dans le statut qui permettent de répondre à ces autres formes, quelque part, de partenariat. Deuxième condition, l'existence d'un certain formalisme. Je l'ai dit, il faut fournir un document officiel attestant du statut des partenaires non matrimoniaux, reconnus dans un État membre. Alors, la reconnaissance officielle en soi sera considérée comme suffisante. Il faut une attestation d'enregistrement par une autorité publique, une attestation de reconnaissance du statut des partenaires non matrimoniaux. C'est quoi? Je vais vous donner quelques exemples de cette exigence de forme. Donc cette exigence de forme, c'est la fourniture d'un document officiel attestant du statut de partenariat avec la condition, entre guillemets, de couple dont je vous ai parlé. Ce n'est pas véritablement un enregistrement. La preuve d'un enregistrement de l'acte de partenariat non matrimonial n'est pas une condition obligatoire pour que le partenariat soit reconnu par l'institution employeur. C'est en fait, cela dépend du droit national. Il y a en France et en Belgique les formes de partenariat non matrimoniaux, donc le PACS en France, la cohabitation légale en Belgique, implique un enregistrement auprès des autorités administratives, la maison communale en Belgique, la mairie en France. Ils peuvent aussi, les PACS en tout cas, mais je pense que c'était le cas pour l'union civile en Belgique aussi, mais ça a peut-être changé, c'est vrai que la loi a changé pas si longtemps, le PACS peut être aussi enregistré devant un notaire et sera transmis au service de l'état civil, bien entendu.
Dans d'autres États, il suffira d'un acte notarié pour établir la réalité de cette union civile. Par exemple, aux Pays-Bas, un couple peut conclure une convention sous seing privé, qui est vraiment un simple contrat entre deux personnes qui décident de définir ensemble leurs conditions de vie et de prévoir les droits et obligations qu'ils s'accorderont les uns aux autres. Dans un arrêté 58/08P, commission contrôle de Heusen qu'on a déjà cité, le tribunal a jugé que ce type de partenariat entrait dans la définition du partenariat non matrimonial au sens du statut, car il reste peu connu aux Pays-Bas et parce qu'il peut être prouvé par d'autres moyens qu'une attestation d'enregistrement. Par exemple, une attestation de reconnaissance émanant de l'ambassade des Pays-Bas. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un certain formalisme, une exigence d'un certain formalisme, mais c'est un formalisme, si vous m'excusez l'expression, soft. Il faut simplement pouvoir établir par un acte officiel quelque chose, un document émanant d'une ambassade, par exemple, d'un officier d'état civil, qu'il existe véritablement un statut non matrimonial au sein de ce couple qui se présente. Et dans ce cas-là, le tribunal expliquera que les institutions doivent le reconnaître. Par contre, au vu de ces exigences de forme, on peut exclure toute forme d'union, quelle qu'elle soit, entre deux personnes qui ne feraient pas l'objet d'un certain formalisme. Donc, deux personnes qui décident, il ne suffit pas de vivre ensemble, parce que c'est une question aussi qu'on pourrait se poser, il ne suffit pas de s'installer sous le même toit, de produire un certificat de domicile commun pour pouvoir rencontrer ce formalisme. Il y a des tas de gens à Bruxelles qui vivent sous le même toit, qui vivent dans des colocations, qui n'ont absolument aucune forme de partenariat non matrimonial entre eux. Donc il faut véritablement pouvoir faire part d'un formalisme soft, mais une autorité publique qui reconnaît l'existence de cette situation. Dès que ces conditions sont remplies, un couple, un formalisme soft, pour reprendre mon expression, il n'y a aucune condition supplémentaire. Toujours dans ce fameux arrêté 50/08 sur pourvoi, le tribunal nous dit « Il ne ressort en aucun cas des dispositions statutaires que cette notion couvrirait uniquement des partenariats exclusivement conçus en vertu de la loi nationale comme produisant des effets semblables à ceux du mariage. » C'est une position qui avait été défendue par la commission et qui n'a pas été suivie par le tribunal. Encore une fois, il ne faut pas aller rechercher dans la vie de ce couple ce qui s'y passe. C'est un couple, un formalisme soft, et si on est là-dedans, il n'y a plus rien à dire pour accéder à ce que permet d'accéder le statut de partenariat non matrimonial au sein du statut. Peut-être 2 minutes, si on a un peu de temps, sous cet arrêt commission Roy-Deusen, qu'est-ce qui se passait en l'espèce? Il existe 2 formes d'union reconnues. Les Pays-Bas, je me demande d'ailleurs parce que je me demande si les Pays-Bas n'étaient pas précurseurs sur le Pax par rapport à la France à l'époque. Les Pays-Bas, je ne sais pas s'il y a des ressortissants de Pays-Bas ici, c'est un pays assez libéral sur le plan des mœurs. C'est sans doute un des pays qui est en pointe par rapport à ou qui était en pointe en tout cas sur le continent européen à ce niveau-là. Et il a existé assez vite 2 formes d'union reconnues en droit néerlandais. On appelle le geregistreerd partnerschap, le partenariat enregistré, et la samenlevingsovereenkomst, qui est la convention de vie commune. Alors, la première, le geregistreerd partnerschap, c'est le Pax. Et ça fait naître le même type de conséquences que le mariage. Le partenariat qui était conclu entre M. Roy-Deusen, de nationalité néerlandaise, qui était fonctionnaire ou qui est toujours fonctionnaire, je ne sais pas, chez Eurostat, il n'a pas demandé l'anonymat sinon je n'aurais pas cité son nom, je ne l'aurais pas connu d'ailleurs, mais il était donc entre M. Roy-Deusen, nationalité néerlandaise, fonctionnaire à Eurostat, et sa compagne, et était régi justement par cette 2e forme de convention, donc le samenlevingsovereenkomst, établi devant le notaire.
refus de la Commission, je l'ai dit, de reconnaître ce partenariat afin d'octroyer le bénéfice du RCAM à sa compagne. Mais il y avait une reconnaissance par les autorités néerlandaises de la Convention de vie commune ainsi que de leur statut de partenaires non matrimoniaux. Le recours introduit par M. Rotheusen portait donc sur le fait qu'il y avait ce pacte, cet accord, et qu'il y avait un couple, les deux conditions étaient remplies. Donc là, le tribunal va reprendre ceci et considérer qu'en effet, il y avait les deux conditions, formalisme soft d'un côté, couple de l'autre, et que dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'exclure cette personne du droit au RCAM. Voilà pour présentation de ce concept. Je suis bien sûr à votre disposition pour toutes les questions, mais je pense qu'il est mieux de laisser Maître Guilherme partir dans les droits du partenaire non matrimonial, qu'on a mieux défini maintenant, et on sera à votre disposition pour toutes les questions à la fin de l'exposé. Donc en effet, maintenant qu'on sait que même si le statut ne définit pas tout à fait clairement et dans une disposition à l'intérieur du statut et pas caché dans une annexe le statut de partenaire non matrimonial, maintenant le juge l'a clairement défini, on peut partir de cette base de définition pour comprendre quels sont les droits ou l'absence de droits des partenaires non matrimoniaux, partenaires non mariés au sens du statut. Donc, si on reprend je pense que c'est clair ce que Maître Bonting a expliqué, un partenaire non matrimonial pour le juge de l'Union européenne au sens du statut, c'est une personne qui est en couple, donc pas avec des liens de parenté et qui n'est pas engagée par ailleurs dans le mariage, et ce couple doit savoir présenter un document officiel qui démontre bien qu'il est enregistré dans un partenariat reconnu par un des États membres de l'Union européenne. Donc, certes, aux Pays-Bas, par exemple, on peut conclure une convention de vie commune, etc. Mais pour un couple qui vit en France, et il ne peut pas produire une simple convention conclue à titre privé en disant voilà, je produis cette convention pour expliquer que nous sommes dans un partenariat en France, alors qu'en France, ce régime-là n'est pas reconnu. Il faut aussi bien adapter à chaque fois savoir quel droit s'applique à votre situation et quelle forme de partenariat vous pouvez revendiquer. Et donc, quels sont les droits qui découlent de ce partenariat non matrimonial? Est-ce que ces droits, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, sont équivalents pour les partenaires non mariés aux droits qu'un fonctionnaire marié et son conjoint pourraient avoir? Depuis 2004, le statut des fonctionnaires européens, à l'occasion de la grande réforme, s'est assez assoupli de ce côté, où le législateur de l'Union européenne a vraiment voulu étendre les avantages accordés aux couples mariés aux fonctionnaires engagés dans une relation non matrimoniale, reconnue par un État membre, c'est ce que je vous expliquais, et engagés dans une relation stable. Donc, effectivement, depuis cette date, il y a plusieurs droits qui sont octroyés aux fonctionnaires en partenariat non matrimonial et donc à son partenaire, mais cette extension reste tout de même assez limitée. On va le voir, le conjoint d'un fonctionnaire ou du fonctionnaire marié ont certains droits complémentaires en matière de sécurité sociale, de congés spéciaux, d'allocation de foyer, pension de survie. Certains droits ont été admis pour les partenaires non matrimoniaux, mais pas forcément tous. Donc c'est pas du tout de pouvoir dire qu'on a un partenaire non matrimonial, il faut être aussi conscient des droits et que ça peut engendrer pour vous ou pour votre partenaire dans le cadre de votre statut professionnel. Donc, on va faire une petite division entre les droits octroyés au cours de la vie du fonctionnaire et les droits qui peuvent être octroyés à votre partenaire ou conjoint en cas de décès du fonctionnaire ou de l'agent européen.
les droits principaux au cours de la vie du fonctionnaire ou de l'agent. On ne prétend pas ici à l'exhaustivité, il y en a peut-être d'autres, on a voulu prendre vraiment les points principaux. Ce sont les droits en matière de sécurité sociale, d'allocation familiale, que j'en oublie pas, et oui, les congés spéciaux. Donc pour ce qui concerne la sécurité sociale, c'est l'article 72 du statut qui établit donc le régime commun d'assurance maladie que vous connaissez bien et donc qui assure le remboursement des prestations médicales qui sont déboursées pour vos frais de santé, etc. Cet article prévoit bien que lorsque le conjoint du fonctionnaire ou de l'agent ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau dans le cadre de sa vie privée ou professionnelle, dans le cadre de son assurance salariée, si par exemple il travaille dans le domaine privé en Belgique, ou de l'assurance de base habituelle s'il est au chômage, ou alors d'une autre assurance s'il est pensionné. S'il ne peut pas bénéficier d'une couverture médicale de même nature et de même niveau dans le cadre de son côté, alors le conjoint du fonctionnaire européen pourra aussi être couvert contre les risques de maladie par le régime commun d'assurance maladie européen. Et cet article prévoit et ajoute que le partenaire non marié d'un fonctionnaire est considéré comme son conjoint au titre du régime d'assurance maladie si les 3 premières conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 sous C de l'annexe 7 sont remplies. Donc, ces 3 premières conditions, en fait, c'est celles qu'on a présentées tout à l'heure dans le cadre de la définition du concept de partenariat non matrimonial. Donc, qu'est-ce que cela implique finalement? C'est que pour bénéficier de la couverture de sécurité sociale d'URCAM, le partenaire non marié du fonctionnaire doit répondre à 2 séries de conditions. D'abord, prouver le partenariat non matrimonial, l'union, c'est-à-dire un couple, pas de lien de parenté, pas d'autre engagement, et puis les exigences de forme, plus ou moins soft, comme Maître Bunting vous les a expliquées. Donc c'est ça en fait, les 3 premières conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2.c. C'est ça les 3 conditions essentielles. Et deuxième salve entre guillemets de conditions, c'est la preuve de l'impossibilité de votre conjoint ou partenaire de bénéficier d'une couverture sociale par ailleurs. Et là, on retombe dans les principes tout à fait classiques qui sont prévus en matière de fonction publique européenne, c'est pour éviter la double couverture, les doubles allocations, etc. C'est donc une première forme de droit qui peut être allouée à votre partenaire autant qu'à votre conjoint, qui est tout de même assez intéressant et qui existe depuis 2004. Deuxième forme de droit complémentaire dont peut bénéficier un partenaire non matrimonial, c'est le droit aux congés spéciaux. Donc ici, on est dans l'annexe 5 du statut qui indique qu'en dehors du congé annuel, le fonctionnaire peut se voir accorder à sa demande un congé spécial. Et donc il y a une série de cas qui sont listés dans cette annexe qui prévoit le nombre de jours que vous pouvez demander dans les cas particuliers. Donc on a mariage du fonctionnaire 4 jours, maladie grave du conjoint 3 jours, décès du conjoint 4 jours par exemple. Et ici encore, et de la même façon que pour le régime de sécurité sociale, il est indiqué dans cet article que le partenaire non marié d'un fonctionnaire est considéré comme son conjoint si les 3 premières conditions prévues à l'article 1er, etc., sont remplies. Donc encore une fois, on va retrouver, on va se répéter un peu, mais on va retrouver les 3 critères dont on vous parlait. Il faut une union entre 2 personnes, pas lien de parenté, pas d'engagement par ailleurs, et le respect de certaines formalités. Et c'est simplement ça. Si votre partenaire, si vous êtes en mesure de prouver que vous vivez sous une forme de partenariat telle que celle-ci, alors vous pourrez demander, si on reprend les termes de l'article 6 de l'annexe 5 du statut, si votre partenaire est gravement malade, vous pourrez demander à avoir 3 jours de congé. Si votre partenaire malheureusement décède, vous pourrez également avoir, tout comme un fonctionnaire marié, 4 jours de congé. On peut s'interroger sur les 4 jours de congé octroyés en cas de mariage du fonctionnaire. Alors, est-ce que là, on peut comprendre que, puisque mariage et partenariat sont tout à fait assimilés ici en termes de droit, alors
Vous pouvez avoir 4 jours de congé pour votre PACS ou pour votre déclaration de cohabitation légale, par exemple. A priori, oui. En tout cas, la logique veut qu'on le comprenne comme ça, puisque le partenaire est assimilé au conjoint. Donc, la conclusion d'un partenariat non matrimonial doit être assimilée à la conclusion d'un mariage. J'ai vérifié, alors je n'ai pas les règles internes du Conseil, mais à la Commission, c'est le cas. Si vous faites une déclaration de PACS, quand j'ai vu ça dans la décision sur les congés de 2013, si vous faites une déclaration de PACS ou une cohabitation légale, en tout cas, les partenaires sont visés dans cette décision comme pouvant obtenir 4 jours de congé en cas de mariage ou de conclusion d'un partenariat. Mais en pratique, on a constaté que les interprétations de ce droit au congé en cas de, par exemple, conclusion d'une cohabitation légale en Belgique varient selon les services de ressources humaines. Il y a peut-être un souci d'interprétation ici. J'ai eu vent d'un service de ressources humaines à qui on a demandé est-ce que, donc voilà, je veux conclure une cohabitation légale avec mon ami en Belgique, est-ce que j'ai le droit à ces congés? Et on a répondu non, parce que ce n'est pas un partenariat enregistré et que seul le PACS, le PACS en France pourrait être considéré comme un partenariat qui permettrait d'obtenir ces 4 jours de congé. Je pense que voilà, c'est pas logique, il n'y a aucune raison qu'on en arrive à la conclusion que certains partenariats peuvent aboutir à obtenir 4 jours de congé et d'autres non. C'est vraiment contraire à la jurisprudence que Maître Bunting vous a expliqué, justement, où il n'y a pas de raison d'aller voir plus avant quel partenariat vaut plus qu'un autre selon les États membres. Donc je pense que, en principe, si vous décidez de vous paxer ou de faire une cohabitation légale ou un partenariat non matrimonial que je ne connais pas en Espagne ou en Italie, vous avez tout à fait le droit, en principe, à obtenir les 4 jours de congés spéciaux. Et si les services de ressources humaines de vos institutions respectives s'y opposent, je pense qu'il faut faire remonter l'information et ne pas en rester à une première question où vous auriez obtenu une réponse négative. Troisième forme de droit intéressant pour les partenaires non matrimoniaux, mais très limité, on va le voir, les allocations familiales et plus particulièrement l'allocation de foyer. Je ne vais pas parler ici de l'allocation pour enfants à charge, pour personnes à charge, etc. Ça n'a pas à voir avec votre statut. Si vous avez un enfant, partenaire non matrimoniaux ou matrimoniaux, vous pouvez avoir accès aux autres formes d'allocation familiale, les conditions sont autres. Ici, c'est simplement pour l'allocation de foyer. Il faut répondre ici non plus à 3, mais à 4 conditions. Et ici, c'est vraiment l'article 1er, paragraphe 2.c de l'annexe 7 du statut qui est applicable. Il faut répondre pour bénéficier d'une allocation de foyer lorsque vous êtes en partenariat non matrimonial à 4 conditions qui sont... Ça ne peut plus avancer. Qui sont donc les 3 conditions classiques que je pense que vous connaissez par cœur maintenant. La preuve du statut de partenaire non matrimoniaux, donc le formalisme, et puis l'union, c'est-à-dire pas de lien de parenté et pas d'autres engagements. Mais la 4e condition, et c'est pour ça que je vous dis que l'octroi de l'allocation de foyer ici aux partenaires non matrimoniaux, c'est vraiment rare. La 4e condition à démontrer, c'est l'absence d'accès au mariage civil dans un État membre. C'est-à-dire qu'ici, ce que le législateur européen a voulu faire, c'est garder tout de même une interprétation assez stricte et de favoriser tout de même les personnes qui sont mariées pour l'octroi d'une allocation de foyer. Donc, si vous ne démontrez pas que vous ne pouvez pas accéder au mariage civil dans un État membre, en tant que partenaire non matrimoniaux, vous ne pourrez pas obtenir l'allocation de foyer. Alors, pour démontrer qu'un couple n'a pas accès au mariage civil dans un État membre, il faut qu'il indique qu'il ne remplit pas l'ensemble des conditions fixées par la législation d'un État membre autorisant le mariage. Donc, finalement, c'est assez rare pour les couples hétérosexuels
en principe, les couples hétérosexuels remplissent les conditions fixées dans tous les États membres. C'est plus cette disposition-là, cette exception, elle va s'appliquer et elle est venue apporter un remède à une discrimination qui aurait pu émerger pour les couples homosexuels. Parce que, effectivement, le mariage n'est pas reconnu encore dans tous les États membres pour les couples homosexuels. Donc, par exemple, un cas d'application qui est vraiment intéressant et spécifique, c'est l'affaire W contre Commission, où le tribunal va venir expliquer et apporter vraiment des précisions sur jusqu'où peut-on aller pour considérer qu'un couple n'a pas accès au mariage civil dans un État membre. Donc M. W avait la double nationalité belgo-marocaine. Il était engagé dans un partenariat non matrimonial, je crois que c'était en Belgique, donc une cohabitation légale avec une personne de même sexe. Et en Belgique, effectivement, les couples de même sexe ont accès au mariage. Donc, normalement, si on applique strictement, et c'était l'interprétation soutenue par la Commission, si on applique strictement les règles dont je vous ai parlé tout à l'heure, le couple avait accès au mariage en Belgique, donc il aurait pu se marier, donc il n'y avait pas de raison de lui octroyer l'allocation de foyer alors qu'il n'était pas marié. Et alors, M. W a introduit un recours contre cette décision de refus de paiement de l'allocation de foyer, alors qu'ils étaient seulement partenaires non matrimoniaux, en expliquant que, de fait, ils ne pouvaient pas se marier en Belgique, ce couple, parce que même si la loi les y autorisait en Belgique, l'homosexualité est toujours incriminée pénalement au Maroc, et donc il citait bien les articles du code pénal qui sont toujours applicables au Maroc. Et il expliquait que pour lui, ça n'était pas possible, étant donné qu'il avait toujours des liens forts avec le Maroc et qu'il faisait des allers-retours là-bas, de se marier en Belgique, parce que ce serait forcément indiqué ensuite sur tous ses actes d'état civil, et ensuite s'il retournait au Maroc, même occasionnellement, il courait le risque de se faire arrêter, ou poursuivre, ou harceler. Voilà. Le tribunal a été assez sensible à cette argumentation, et a indiqué que, effectivement, même si, par principe et en droit, ce couple avait le droit d'accéder au mariage en Belgique et il pouvait y accéder parce qu'il remplissait les conditions, en fait, si on examinait tout le contexte autour familial, l'autre nationalité, les règles nationales marocaines qui avaient forcément un impact important dans la vie privée de ces deux personnes, alors il fallait considérer que ce couple n'avait pas accès au mariage civil en Belgique et dans les autres États membres de l'Union européenne. Et donc, dans ces conditions-là, on considère qu'un couple, un partenariat non matrimonial, des partenaires non matrimoniaux, ont le droit de bénéficier de l'allocation de foyer, même s'ils ne sont pas mariés. Vous voyez, c'est vraiment des conditions assez spécifiques qui peuvent s'appliquer, mais qui existent tout de même, et je pense qu'ils se soulèvent encore assez régulièrement. Au contraire, par contre, s'il y a des couples hétérosexuels qui ont accès au mariage civil, mais qui préfèrent s'engager dans un partenariat non matrimonial, matrimonial, bon là évidemment, ils ne peuvent pas soutenir qu'il y a une discrimination par rapport aux couples homosexuels qui ne peuvent pas accéder au mariage et donc qui ont droit à l'allocation de foyer. Je vous renvoie d'ailleurs à l'affaire F-153-12 Forget contre la Commission, mais le remède de la dernière condition, le remède de cette dernière condition qui a été apporté par le législateur, ce n'est pas pour couvrir les couples hétérosexuels qui ne veulent pas se marier. C'était vraiment vu dans le sens où on va protéger les couples homosexuels qui n'ont pas accès au mariage partout. Et dernière partie de l'exposé, ce sont les droits des partenaires non matrimoniaux découlant du décès du fonctionnaire ou de l'agent. Et voilà, malheureusement ici, on va retomber dans le même raisonnement que pour l'allocation de foyer. Ce que le fonctionnaire européen a voulu,
c'est encore une fois réserver l'octroi de droits et avantages financiers au conjoint d'un fonctionnaire qui décède aux personnes mariées, avec le remède dont je viens de vous parler, que je vais reprendre encore ici. Et donc tout ce qui est pension de survie, versement d'un capital en cas de décès du fonctionnaire ou de l'agent en raison d'une maladie ou d'un accident professionnel, tout ce qui est soutien financier divers, quoique ici on a vu qu'en pratique ça pouvait être plus assoupli, mais en principe, toutes ces formes de soutien financier et le versement de la pension de survie aux conjoints survivants, tout cela c'est réservé aux partenaires, aux conjoints, à la personne mariée, aux fonctionnaires européens, et ce n'est pas alloué aux personnes qui sont en situation de partenariat non matrimonial. Il y a en plus une condition d'antériorité au mariage. Voilà, je ne pense pas que ce soit le sujet ici, mais il faudra de plus, et ça a donné... J'ai déjà lu une affaire, je ne sais plus où c'est cette affaire-ci, des cas où voilà, un fonctionnaire décède et ça fait 11 mois qu'il est marié avec son conjoint, et malheureusement, donc, il y a cette condition d'antériorité en plus, à l'exception des cas où les fonctionnaires mariés ont des enfants. Dans ces cas-là, la condition d'antériorité du mariage n'est pas applicable. Et donc, ici encore, la question qu'on va se poser, mais je vous ai déjà avancé la réponse, c'est est-ce que les partenaires non mariés, les partenaires non matrimoniaux, sont totalement exclus de cette couverture en cas de décès du fonctionnaire ou de l'agent? Et donc le principe, c'est oui. Cette couverture financière, et c'est pour ça qu'on dit qu'on a assisté dernièrement à des situations vraiment, vraiment difficiles, c'est que les cohabitants légaux, les partenaires non matrimoniaux, les concubins, n'ont pas le droit, si un fonctionnaire ou un agent décède et qu'ils ne sont pas mariés, au versement de la pension de survie. Il y a eu plusieurs recours devant le tribunal de l'Union européenne, assez régulièrement, et le tribunal, il indique d'ailleurs, tout en étant conscient du contexte social dans lequel le présent recours a lieu, c'est vraiment des situations extrêmement difficiles, mais il n'est pas compétent pour élargir l'interprétation juridique des termes qui ont été utilisés dans le statut, c'est-à-dire que si le législateur dit que la pension de survie est réservée aux survivants de fonctionnaires mariés, il ne peut pas aller au-delà de ça. Alors, évidemment, et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour l'allocation de foyer, il y a le remède pour les partenaires enregistrés qui n'ont pas accès au mariage. Et donc ici, on retrouvera l'exception de l'empêchement au mariage que je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'arrêt W contre commission. Donc, comme je l'ai expliqué et comme cela est illustré par l'arrêt W contre commission, a priori, ce remède, cette exception, elle vise spécifiquement le cas des couples de même sexe où effectivement, dans tous les États membres, il n'est pas possible pour eux de se marier. Mais on se demande s'il n'y aurait pas d'autres hypothèses tout de même, parce que cette disposition, ce remède, il ne dit pas expressément seulement dans les cas où les partenaires homosexuels enregistrés n'ont pas accès au mariage. Il dit simplement dans le cas où les partenaires n'ont pas accès au mariage civil dans un État. Et on connaît certaines situations où les partenaires non matrimoniaux étaient un homme et une femme, donc il n'y avait pas de couple homosexuel ici, mais ils voulaient se marier, mais malheureusement, des barrières administratives ou judiciaires ont fait que dans certains États membres, il est difficile d'aller, déjà de se déplacer là-bas, d'aller dans les administrations ou au service de police pour demander les documents nécessaires à la préparation du mariage. Et donc, voilà, il y a eu des cas où, de fait, en pratique, il était impossible pour ce fonctionnaire et son conjoint, sa conjointe, de se marier. Parce qu'ils n'arrivaient pas à réunir tous les documents, tout simplement, et que ça fait plusieurs années qu'ils essayaient, et ils n'ont pas pu. Et malheureusement, le fonctionnaire est décédé, et la situation est que l'administration, les institutions européennes estiment que
ils remplissaient encore une fois toutes les conditions pour se marier en Belgique, selon la loi, et ils ne prennent pas en considération l'aspect pratique qui est les barrières administratives ou judiciaires ou policières qui peuvent exister dans certains États et qui empêchent en pratique de réunir tous les documents pour pouvoir se marier. Donc voilà, il y a une affaire qui est pendante à ce sujet devant le tribunal de l'Union européenne, où justement on invoque l'arrêt W contre commission. Alors c'est pas du tout la même situation, le même contexte, mais ici, dans les deux cas, on demande au tribunal de se référer au contexte global entourant la situation, les faits, la pratique, etc., et pas seulement de se focaliser sur les règles de droit et l'accès au mariage en droit en Belgique. Donc nous allons voir ce que ça donne. Mais voilà, il nous semblait important, au vu de ces histoires particulièrement difficiles, et sans vouloir vous déprimer, mais que chacun soit conscient que voilà, les partenaires non matrimoniaux ont des droits maintenant grâce au statut, mais que les droits ne sont pas si étendus, et donc voilà, ça nous a paru important de faire ces sessions d'information pour vous. Donc au final, j'ai déjà dit ma conclusion. Donc, voilà. Vous comprenez la volonté du législateur maintenant, en étant les droits, mais ce n'est pas si... il existe toujours certaines limites. On peut comprendre un certain sentiment de discrimination, mais au sens juridique du terme, un fonctionnaire marié n'est pas dans la même situation qu'un fonctionnaire qui est partenaire non matrimonial. Juridiquement, il n'y a pas de discrimination et donc le législateur européen est toujours autorisé à créer des différences de droit entre les personnes mariées et les personnes qui ne le sont pas. Voilà. On espère tout de même que cela va évoluer. Malheureusement, ça n'a pas fait partie du package de la réforme de 2014. Peut-être qu'en introduisant des actions devant le juge de l'Union européenne, les choses pourront évoluer, mais à ce stade, nous en sommes ici et nous voulions vous en faire part pour que chacun soit au clair avec vos droits ici du statut. Je vous remercie. Merci maître, merci pour cette conférence très enrichissante. Je vous propose de passer aux questions. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous... Oui, madame Andran, je vous en prie, mais il y a un micro, c'est tout, je veux bien. Je vais parler fort. C'est au sujet des mutuelles. Vous parliez de mutuelles à niveau égal. Donc, je voulais juste avoir une précision. Si le conjoint a une mutuelle classique en Belgique, mais qui ne couvre évidemment pas des prestations au même niveau que la RCAM, est-ce que si c'est un conjoint légal, il peut quand même bénéficier d'un complément de remboursement RCAM? Très bonne question, je me suis posée en préparant la conférence et je n'ai pas encore regardé dans la jurisprudence. À mon avis, il y a matière à discussion, mais pour être honnête, à mon avis, à partir du moment où... À mon avis, ça ne doit pas être exactement la même couverture que ce que les fonctionnaires européens bénéficient, parce qu'à ce moment-là, je pense qu'il n'y aurait quasiment aucun système qui serait aussi performant au niveau national. Donc, à mon avis, non, ça ne doit pas être exactement la même chose. Maintenant, il peut y avoir des discussions sur à quel point la couverture est bonne ou mauvaise dans les pays. Je propose de regarder ça et d'en faire un petit point dans notre prochaine newsletter le mois prochain à ce sujet-là. Oui, justement, je rebondis sur cette question parce que dans vos slides, vous avez mis que si le conjoint n'a pas de remboursement ou un remboursement inférieur, on peut activer la RCR. Et puis un slide suivant, vous mettiez qu'il fallait amener la preuve qu'il ne recevait pas de remboursement. Il y avait quelque chose de bizarre. Or là, vous nous dites maintenant qu'on n'a pas le conjoint n'aura pas de droit. Non, en fait, l'article dit que le conjoint peut bénéficier de la couverture s'il ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau. Oui, maintenant vous avez un ou deux slides plus loin. Preuve de l'impossibilité de bénéficier des couvertures sociales par ailleurs. Oui, d'accord. Oui, alors je peux nuancer je renuancerai la condition 2. Peut-être que c'était trop général, effectivement. Donc ça veut dire que dans le cas où j'ai mon conjoint bénéficie d'un remboursement mais moindre, il ne doit pas apporter la preuve. Il doit juste apporter la preuve que oui, il a reçu un remboursement par ailleurs.
sais pas si c'est très clair. Non, ça ne marchera pas comme ça. Il faut que votre conjoint, soit il ne bénéficie d'aucune couverture maladie, soit il en bénéficie d'une, et là c'est pour ça que je dis que je vais regarder pour la prochaine newsletter, qui est vraiment d'un niveau très faible, et alors là on pourrait discuter en disant c'est pas de même niveau, etc. Mais ça, à partir du moment où je pense que le principe est à partir du moment où votre conjoint ou partenaire bénéficie d'une couverture maladie par ailleurs, il ne peut pas bénéficier ici de la couverture CAM, sauf si, et ça c'est ce que je vais vérifier et voir, il y a vraiment un tel écart et que c'est... D'autres questions? Madame, je vous en prie. Voilà, je vais revenir sur la condition d'antériorité. Donc ça veut dire que si on est sous un contrat de cohabitation légale en Belgique, on se marie, on n'a pas ces 12 mois de stage d'attente sur nous pour voir si malheureusement il se passe quelque chose entre-temps. Ah si, pour moi, il s'applique toujours la condition d'antériorité, c'est-à-dire que, imaginons, vous vous mariez, il faudra attendre 1 an avant que les droits issus du statut se déclenchent. Si je comprends bien la question, vous évoquez quelqu'un un couple qui fait l'objet d'un pacte d'union civile ou d'un pacte et qui décide, et qui donc rentre dans les conditions et qui se marie, le même couple. Parce que vous parliez Le stage prenez un peu les slides. Voilà, exception entrant en charge ici du mariage. Vous parlez pour la pension de conjoint survivant? Non, voilà, ici. Oui. C'est marié. Oui, oui, il faut avoir... C'est une condition, c'est le mariage et la condition. Le fait d'avoir été cohabitants légaux avant ne vient pas supprimer la condition d'attente, si vous voulez, d'1 an avant de pouvoir bénéficier des droits. Une autre question, madame? Avec le micro. J'ai une remarque à faire et aussi une question. Finalement, quand on vit en concubinage, on a quelques enfants ensemble, ça a moins de valeur finalement que le papier qu'on soit de la commune pour avoir un partenariat non matrimonial. Ça, c'est la première remarque. Pourtant, voilà, on vit ensemble, mais c'est juste pas... On n'a juste pas le formulaire, mais par contre, on a des enfants ensemble. Ça, je veux dire, ça ne compte pas. Donc, on a intérêt à se marier le plus rapidement possible. En tout cas, avant de prendre sa pension, 1 an avant, c'est bien ça que j'ai compris. Donc, ce qui est encore plus intéressant, c'est d'abord d'être partenaire. Donc, on reçoit aussi 4 jours de congé, puis 6 mois après, on se remarie. Enfin, on se marie. Et donc, on a 8 jours de congé. Toutes mes questions. Alors, ça, on peut imaginer quelqu'un qui passe des unions civiles chaque année de manière à avoir 4 jours de congé. Mais je crois pas. Mais je pense que ça va vite. S'il meurt le lendemain, ça fait 12. Non, je pense que vous ne pouvez pas cumuler 4 jours comme ça, à mon avis. Ça doit être limité. Quand je disais la décision de la commission, alors c'est pas clairement formulé, mais pour les congés spéciaux, c'est écrit le fonctionnaire ou l'agent a droit à 4 jours à l'occasion de son... Voilà, une fois. À l'occasion de son partenariat. Mais c'est pas dit une fois. À l'occasion de son partenariat ou à l'occasion de son mariage ou à l'occasion du mariage religieux. Et donc il y a un choix à faire. Et peut-être qu'effectivement, s'il se marie à 30 ans, en divorce et se remarie juste avant la retraite, il pourrait à nouveau bénéficier des congés. C'est marqué, mais non. Le problème, la remarque que vous évoquiez, c'est malheureusement la situation que l'on constate dans la plupart des États membres. C'est qu'en Belgique, si vous vivez en concubinage avec des enfants sous le même toit, donc même pas dans une situation de séparation de fait, fiscalement, les allocations sociales, il faut chaque année expliquer quel est au sein du couple celui qui va toucher les allocations sociales, celui qui va pouvoir déduire des enfants à charge, à moins d'être séparés de fait. On ne peut pas, les 2 parents ne peuvent pas se diviser finalement la déduction fiscale qui peut venir de fait d'avoir des enfants à charge. Donc c'est malheureusement le reflet d'une situation qu'on observe dans la plupart de l'Union européenne. L'absence de formalisme, voilà, oui, quelque part, c'est choquant, mais vous avez raison, le formalisme est plus important que de faire des enfants. Et, voilà. Monsieur, je vous en prie. Ça marche. Ça Par marche. rapport à l'accès au mariage pour les couples homosexuels, on sait bien que dans certains pays, on n'a pas cet accès, mais en Belgique, on a cet accès, même si on n'est pas belge. Est-ce que l'institution ne peut pas utiliser cet argument? Vous pouvez bien vous marier en Belgique,
pour ne pas octroyer certaines allocations. Ah oui, tout à fait, c'est l'accès au mariage et vous considérez tous les États membres où vous et votre partenaire pouvez avoir accès au mariage. Donc, si vous vivez en Belgique, ce sera est-ce que vous avez accès au mariage en Belgique? Si vous êtes originaire de Roumanie, c'est est-ce que vous avez accès au mariage en Roumanie? Les deux pays vont être envisagés et si en Belgique vous y avez accès, vous ne remplissez pas la condition. Oui, monsieur, je vous en prie. Je reviens à la deuxième question. La notion de preuve d'impossibilité, ça me fait un peu... Donc, comment est-ce qu'on peut prouver l'impossibilité? Parce que toujours l'administration pourra dire c'est possible. Donc, est-ce qu'il faut une déclaration sur honneur ou comment est-ce qu'on peut prouver que c'est impossible? C'est une question d'appréciation au cas par cas. Là. On vous a expliqué la situation de ce ressortissant, enfin de ce belgo-marocain, ou franco-marocain, belgo-marocain. C'est vraiment une question de... Il va falloir établir, bon, comme on a un peu l'habitude de faire dans d'autres matières européennes. Je parle de la couverture sociale, pas du mariage. Pour les allocations, le remboursement de maladie, il faut prouver l'impossibilité de couverture de conjoint. Mais comment prouver ça? L'impossibilité. Ah ben, si le conjoint n'a pas de... Oui, si ça vous pouvez le prouver parce que il va y avoir une... par exemple, face à des soins de santé, il va y avoir un refus d'intervenir de la mutuelle et qui va vous être notifié par la poste. Vous allez recevoir, lorsque vous allez recevoir une facture d'hôpital par exemple, une facture de soins donnés, et que cette attestation, on va vous dire qu'aucun organisme tiers ne la paye. Quand vous avez une facture d'hôpital, vous avez toujours sur la facture d'hôpital la partie qui est prise en charge par un organisme tiers, c'est qui est prise par vous. Si vous avez 100%, c'est déjà un premier élément. Et puis après, vous allez recevoir, l'hôpital vous fera une attestation en ce sens-là, ou le médecin, ou le service de santé. Est-ce que ça veut dire que ça pourrait être ponctuel alors? Ponctuel, non. Je veux dire par là qu'il y a certaines choses qui ne sont pas prises non, ça sûrement pas. Ça doit être une situation. Non, c'est une situation générale donnée d'une exclusion générale, d'une absence de protection générale. Hein. Oui, il ne s'agit pas d'aller. Pour ça, on n'intervient pas, pour ça, on intervient. Non. Madame qui aviez le micro, allez-y, je vous en prie. Si jamais on est en partenariat reconnu, qu'on a des enfants, les enfants continuent à bénéficier des allocations familiales s'il y a un décès du parent fonctionnaire. Est-ce que les enfants peuvent bénéficier de la pension de survie à la place du conjoint ou pas? Alors là, c'est la pension d'orphelin qui intervient. Donc c'est pas à la place du conjoint. C'est deux choses différentes. L'enfant bénéficiera de la pension d'orphelin et si conjoint il y a, il bénéficie aussi d'une pension de conjoint survivant mais qui est diminuée. Enfin, il y a tout un système de calcul derrière. Mais c'est deux choses différentes. Jusqu'à 26 ans. Non. Jusqu'à 26 ans. Jusqu'à qu'il soit pris en charge, jusqu'à la fin des études. Jusqu'à la fin des études, 26 ans maximum. Je vous en prie, madame, avec le micro. Allez-y. Ça ne fonctionne pas. Je vais en donner un autre qui va fonctionner. Oui, alors moi j'avais une question par rapport au mariage. Vous me semblez dire que c'est une notion uniforme. Pourtant, je posais une question par rapport aux mariages qui sont conclus hors Union européenne. Et est-ce qu'il faut aussi cette notion de reconnaissance par un État membre ou pas? Comment est-ce qu'on opère quand on a un mariage hors Union européenne où l'acte en soi n'est pas soumis à légalisation en Belgique, mais que par contre, pour être reconnu, il doit remplir les conditions de fond en Belgique s'agissant d'un fonctionnaire belge, et que l'État belge refuse de reconnaître ce mariage? Est-ce qu'on considère qu'il y a mariage ou pas? Je crains que pour les... Bon, alors, on n'a pas de réponse définitive, mais je crains effectivement que, en tout cas pour ce qui est de l'application du statut, le tribunal il a interprété la notion de mariage au sein des États membres, mariage La notion reconnue au sein de l'Union européenne, c'est un mariage, oui, ça semble aller de soi, c'est le mariage
au sein de l'Union européenne. C'est cette notion-là qui est propre à l'ensemble des États membres. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que dans n'importe quel pays de l'Union européenne, lorsque vous devez, pour une raison administrative ou autre, faire la preuve d'un mariage à l'étranger, on voit beaucoup ça. Je ne suis pas un spécialiste du droit de la famille, mais j'ai quand même beaucoup d'amis qui en font. On voit beaucoup cela dans les mariages entre personnes ressortissantes d'États du Maghreb, par exemple, où il y a toute une procédure de reconnaissance, la Belgique reconnaissant, dans la plupart des cas, les mariages civils et religieux tels que pratiqués dans les pays, par exemple le Maroc, c'est le cas le plus fréquent. Mais il y a une procédure de reconnaissance, il y a une validation, et donc je pense que ça c'est le formalisme qui est exigé, et sans ce formalisme-là, il va y avoir une difficulté, et je dirais que cette difficulté sera d'autant plus importante dans l'hypothèse où on est confronté à un refus de reconnaissance par un État membre, parce que si l'État membre refuse la reconnaissance, c'est qu'il estime qu'il y a une bonne raison de le refuser. Donc oui, je pense que, étant la question qui se poserait dans ce cas-là, c'est est-ce que le couple qui vit dans cette situation-là pourrait se voir reprocher de passer un pacte d'union civile, puisque le mariage qui les unit n'est pas reconnu sur le territoire de l'Union européenne. Mais c'est plus, ça c'est vraiment une question pour un spécialiste du droit familial presque international. Vous pouvez demander à Arnaud Gillard, qui pourra répondre lorsqu'il vient faire ses conférences. Là, on sort de la question du droit européen et du statut. Le statut précise pas pour le mariage qu'il faut une reconnaissance dans les États membres, alors qu'il le précise pour le partenariat non matrimonial. Oui, mais à partir du moment où un mariage n'est pas reconnu comme tel par un État membre de l'Union européenne, il n'y aura pas de reconnaissance du mariage au sens de l'Union européenne. D'accord, merci. Encore une question, il y avait des questions au fond, madame. Par rapport à la mention de survie, pour les conjoints, je me demande si qu'est-ce que ça représente et si ça vaut la peine de se marier et tout ça. Ça, c'est une grande question. Vous voulez le tuer, oui. Combien ça représente? C'est 70%? Je crois que c'est 60%. Christian, 60 ou 70%. Madame, Christian. ça vaut la peine pour la sécurité et l'argent pour votre compagnon de se marier. Je crois que c'est 60 de la pension. Un instant, Christian, Ça vaut toujours la peine, point de vue sécurité et argent pour votre futur mari ou compagnon de se marier. par rapport à Sans l'histoire. précision. Encore des questions? Entre 60 et 7, je crois que c'est 60%, madame dit, je crois que c'est ça. Oui, mais il y a un minimum vital qui est basé, c'est bon. 60% de la dernière rémunération ou 60% de la pension? De la pension, je Non. La dernière rémunération? Non. Ah non, ça m'étonnerait. La pension? Christian, réponds s'il te plaît. La pension, évidemment, il y a plusieurs moyens de calculer. C'est principalement basé sur les 3 pensions acquises au moment de décès du fonctionnaire, du pensionné, et avec l'application de certains quand même montants, barrières, limites, minimum, tout ce que vous voulez. Et c'est chaque dossier, c'est un dossier individuel à vérifier. Pas directement. D'autres questions? Tino avec question. Si j'ai bien compris, vous avez dit que donc il fallait au moins 1 an de mariage, sauf enfant. Il fallait 5 ans pour un pensionné, sauf enfant aussi. Donc si quelqu'un est pensionné depuis 9 mois et qu'il a un enfant, ça peut arriver. Est-ce qu'il a ses droits en cas de décès ou non, puisqu'il est enfant? Ça paraîtrait logique que oui, s'il y a un enfant encore des pensions. Je crois que le statut n'a pas prévu. Il n'a pas encore évolué suffisamment. Non, si on dit enfant, ça peut être aussi une adoption, ça peut être... voilà. Ah oui. Une dernière question peut-être, madame, je vous en C'est prie. pas une question, c'est par rapport en fait sur ce que vous dites là, par rapport au mariage et le fait que donc au moment donc on peut conclure, oui, ça fonctionne. On vous entend,
on a eu le cas dans notre institution d'une personne qui s'est mariée. Et la question était en fait, bon, il faut un an avant que c'est reconnu, mais elle avait des enfants. Et la question était, est-ce qu'avec les enfants, le mariage est directement reconnu? Mais en fait, non. Ce qu'on a vérifié, c'est que le mariage, enfin, les enfants doivent être issus de mariage, pas avoir les enfants avant le mariage. Mais c'est pas... Ouais. C'est une question qui a été... Écoutez, ça, je pense que vous allez nous laisser vos coordonnées parce que je vais demander, c'est une question qui a été tranchée, pas par la Cour de justice, mais c'est une question très ancienne qui a été tranchée dans les années 80 par la Cour européenne des droits de l'homme en disant que c'était une discrimination totale entre des enfants. Et je vois mal, dans l'état actuel du droit européen, qu'une telle discrimination puisse être faite. Alors c'était une grosse erreur de l'administration. Ça me paraît énorme. C'est écrit là sur votre slide. Hein. Oui, oui, mais... Issu du mariage ou d'un mariage oui, antérieur. en plus, exception d'un mariage antérieur, donc vous voyez. Donc ça a quand Mais même... il a dit que c'était un mariage antérieur. C'était un mariage antérieur ou c'était juste des enfants? Non, c'est des enfants nés hors mariage, et puis oui. Du même couple qui se marie. Avant, c'est ça. Oui, avant le mariage. Mais ça me paraît être quasiment, sur le plan des principes généraux, exclu, parce que c'est une discrimination directe entre... ça veut dire qu'un enfant né hors mariage a moins de droits que le mariage, alors qu'il se retrouve dans une situation analogue. Donc on peut vérifier, mais ça me paraît assez énorme. Je suis désolée, mais je comprends. J'ai déjà posé la question tout à l'heure. Mais donc, si on a des enfants, on passe un partenariat à un mariage, on ne doit pas attendre un an pour que le conjoint bénéficie de la pension de survie. Je ne sais pas, hein, je fais peut-être l'avocat du diable, mais malgré ça, si le gars il va chez le médecin et le médecin lui dit tu n'as plus que 3 mois à vivre, ben, il va à la commune, il demande son mariage directement. C'est peut-être ça qui est peut-être retenu à la clé en disant, je ne sais pas. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il y a la condition. Oui, mais pas avec enfant, c'est ça. C'est ça qui est ambigu là, c'est ça la question. L'ambiguïté de la question, c'est ça. C'est que, voilà, le gars, il est possible qu'on lui dise, voilà, t'en as plus que pour autant, alors qu'on se marie. Et peut-être qu'eux vont dire, mais pourquoi vous vous êtes jamais marié et 6 mois avant, ils se marient, quoi. Je sais pas, hein, il y avait peut-être... Mais madame, tout à l'heure, vous nous avez demandé si je suis déjà en cohabitation légale depuis longtemps et que je me marie, est-ce que je dois attendre un an? Là, on a dit oui, par principe, mais s'il y a la question des enfants là-dedans en plus, là on rentre dans l'exception. C'est ça. Quand vous êtes cohabitant, vous ne rentrez pas dans l'exception. Par contre, si vous avez des enfants, vous rentrez dans l'exception, puisque les enfants en charge issus du mariage ou d'un mariage antérieur. Mais donc ça veut dire que n'importe qui se... Attendez. C'est très cru, mais si vous savez que vous avez un problème de santé important ou quoi, n'importe qui se marie à la dernière minute, alors... Attendez, je comprends pas. Pour avoir les droits. D'office, vous quoi? Vous vous mariez à la dernière minute. Si vous avez des enfants, tout le monde a tout intérêt à se marier pratiquement à la dernière minute pour que le conjoint puisse bénéficier de la pension de survie et des droits qui en découlent. Oui. Oui, mais le problème, c'est que dans ce genre de règles qui touchent à la sécurité sociale et à ce type de droits sociaux, il y a toujours moyen aussi de les utiliser, d'en abuser. Voilà. Mais ici, on comprend le fonctionnement du système. C'est d'éviter que, de nouveau, des personnes se retrouvent en état de faiblesse de par une situation particulière. Une dernière question, madame. Oui, c'est une réflexion que je me suis faite. Si je ne me trompe pas, voilà, je suis fonctionnaire, je décide à 65 ans de prendre ma retraite et de faire bénéficier mon nouveau conjoint de 22 ans, par exemple, d'une pension. Hein, donc, je dois attendre donc 5 ans, mais il ne bénéficie pas du même taux, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Hein? Donc, on va prendre quelque chose de plus normal. J'ai 65 ans, je suis un homme,
et je rencontre une jeune femme de 30 ans, je voudrais... ça se rencontre peut-être plus souvent, encore que monsieur Macron. Je décide de me marier, donc pendant 5 ans, cette personne, enfin il faut être marié depuis 5 ans, puis elle bénéficie d'une pension, mais elle n'est pas équivalente s'il y a un certain nombre d'années entre. Est-ce que je me trompe? Je pense que c'est ça. Je pense que ce n'est pas le même pourcentage. Pardon, vous avez les mêmes droits. Mais il y a des dispositions dans le statut, surtout dans l'annexe 8, pour ceux qui les intéressent. Tout le monde a droit d'épouser qui veut, qui est libre. Si, après le mariage, après le décès, le mariage a duré au moins 5 ans pour les pensionnés, et que entre âge de madame, âge de monsieur, il y a une différence qui est supérieure à 10 ans après avoir déduit les 5 ans de mariage, il y a des réductions prévues qui vont à 1% jusqu'à 5%. Le droit de base est identique. Article 25 voilà. Du statut annexe 8. Voilà, sur ces nombreuses questions, j'espère que ça va susciter dans la tête de certains peut-être des mariages. Ça suscitera sans doute plus de questions dans l'esprit de certains. Vous avez vu, et des exemples pratiques que vous donnez démontrent que ce sont des questions qui doivent être traitées au cas d'espèce avec des textes parfois extrêmement techniques. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions plus particulières, on est bien sûr à votre disposition pour vérifier d'abord si on trouve une base légale ou administrative, et puis en fonction de la situation réagir, bien entendu. Merci de votre attention. En tout cas. Voilà, maître, merci beaucoup. Je vous rappelle que le PowerPoint, vous pouvez l'avoir, il sera diffusé dans toutes les sections de RD, il y a un conseil à la commission et ailleurs. Si vous avez encore des sujets, des conférences, des débats, eh bien nous sommes toujours à l'écoute de ceci. Envoyez-nous un petit mail, ça nous fera plaisir. Merci beaucoup d'être venus.